Ouais. Ça a quelques années, par contre, là, mais... J'ai demandé à Nathan de me faire quelque chose pendant... En tout cas, ça n'a pas été long et on a eu de la magie. C'est un plaisir de retrouver toutes les personnes ici présentes. On va plutôt mettre, voilà, en background la carte que Jason Keys. Salut Jason, comment c'est en train de se passer? Hey, ça va super bien. C'était dense, cette vidéo-là. Hein? Oui, c'était. Oui, il y a eu pas mal d'affaires qui bougeaient, hein, Maxime? C'est mon genre. As-tu écouté la présentation de Maxime? Oui, c'était vraiment cool. J'aime ça qu'on commence à faire de la variété là, de sujets. Là. C'est vrai, hein? On commence à être deep pas mal. Là, il va falloir commencer à inviter on a, des des géologues, là, puis des volcanologues. Puis, Ben moi, je l'ai dit l'autre fois, je suis un petit peu rendu comme Doc Savage. Tu sais, j'ai mon historien, j'ai un microbiologiste, j'ai toué le politicailleux et ces affaires-là. Donc, Jason, on a un Jason Selected d'un segment un petit peu différent. C'est quelque chose qui est né pour la première fois. On étudiait le convoi à l'époque. Tu nous avais amené un dossier sur les diagolons. Et ensuite, il y a quelqu'un qui a un petit pénis qui a décidé d'attaquer un pays à côté du sien. Et ça a causé une guerre qui est nouvelle, à mon sens, dans le sens que la guerre TikTok, comme tu as dit, là, je trouve que c'est assez facile d'avoir des images d'horreur en 2022. La chose a changé. Et tu nous as trouvé quelqu'un ici. Je vais te laisser présenter la gente dame qui est venue nous rejoindre. Mais juste avant de te passer la POC, je veux m'excuser à M. Montesquieu, là, qui est... je ne savais pas que... Fort. Ouais, c'est ça, je m'excuse. C'est Fred, il est au courant que t'as pas. OK, ben en tout cas, c'est ça, c'est une affaire de caméra. Donc, mademoiselle, je suis très content de vous avoir sur l'addendum du Mercron Speed. Jason. Ouais, ben, moi, j'ai une amie qui s'appelle Eugénie, mais elle préfère que j'utilise son nom francophone parce que je massacre tout le temps son nom en ukrainien. OK. Donc, elle est au Canada depuis une dizaine d'années. Je pense qu'elle va nous respécifier ça. Et elle est beaucoup impliquée là, par rapport à ce qui se passe en Ukraine. Sa famille, présentement, est directement touchée par ça. Donc, je me suis dit que j'allais l'inviter. Elle allait pouvoir nous parler de comment était sa jeunesse en Ukraine et aussi de sa famille. Notamment, son grand-père lui a raconté beaucoup d'histoires par rapport à l'époque de l'Union soviétique, de l'Holodomor, ces choses-là. Donc, eh bien, je vous la présente. Hein, c'est Jenna, c'est comme ça que ça se prononce? Génial. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Jason, Tommy. Un grand plaisir d'être avec vous. Ah, c'est vraiment gentil. Il y a déjà... excuse-moi, là, je vais me reprendre, là, mais Jason a dit ta famille est en train de se faire chier en Ukraine présentement. Ouais. Oh, fuck. Oui, tout à fait, y compris mon père qui est russe. Ah, boy, hein, fait que... Exactement. Là, je Oh. suis dans la catégorie de personnes, ma famille est dans la catégorie de personnes qui supposément a tellement subi lors d'à peu près 30 dernières années que Poutine et sa gang de pilleurs et de violeurs ont décidé de finalement venir nous sauver de nous autres, de notre... Oui, c'est ça. Poutine, parce que là, la famille de ton côté paternel sont russes. Tout à fait, oui. J'ai encore la famille là-bas. J'étais née en Russie soviétique, ou en fait, en superpower, en pays d'une grande puissance qui n'existe plus. Je suis très contente de le souligner, même si la Russie prétend être la puissance telle que l'Union soviétique a été à l'époque, mais elle ne l'est pas. On sait ça. On voit tout ça sur le champ de bataille en Ukraine. Et juste pour nos auditeurs, là, on a la carte de l'Ukraine à l'écran. Est-ce que Tommy pourrait nous pointer de quelle région ta famille vient? Malheureusement, moi personnellement, je vois un grand carré noir. Non, mais fais juste dire le nom, je vais guider. Tu peux trouver quelque chose. Ternopil, c'est au milieu de l'ouest de l'Ukraine. Donc, c'est à l'ouest de Kiev. Je ne sais pas si tu vois, Tommy, Ternopil. Là, ça devrait être correct. Ouais, c'est comme au milieu. Je vais changer mes affaires d'abord. C'est entre Lviv et Khmelnytsky.
OK. Ben, je continue à parler. Je vais vous offrir l'image dans quelques instants. Et voilà. OK, là, on voit ce que les gens voient, là. Oh là Ouais, là là là. je le vois aussi. Alors, cette Ternopil, quand je suis bougée en Amérique du Nord, des fois, surtout les Américains, ont eu la tendance de me poser une question. C'est Tchernobyl? Non, c'est Ternopil. Ternopil, c'est une Donc, si tu ville vas un de peu à gauche avec ta souris, Tommy, c'est proche à des gauche, montagnes carpathiennes, là. gauche, Continue un gauche, peu à gauche, gauche. gauche, gauche, T'es gauche, presque gauche. dessus, Ah, je là. le vois ici. Et voilà. Allô, Tout à fait. Ternopil? Allô? Allô, mais c'est au moins un petit peu rassurant parce qu'on dirait que c'est loin des lignes du front, là. C'est loin de l'Est ou... Ouais, Tom, mais sauf que même dans un village où mes parents habitent présentement, il y avait un obus qui a été abattu. Oh, Donc, calvaire. même si la ville n'a aucune usine militaire, aucun objet d'une grande Ouais, ouais. importance militaire stratégique, personne n'est épargné ces jours-ci. Les... Donc, Ah, c'est boy. relatif. Ah, moi, Ah, je bon. suis sous le choc, là. Je sais pas quoi dire, là. Je trouve ça... Mais là, juste là, toi, t'es né dans les années 80. Ah oui, tout à fait. À la fin Fait de que tes l'année. années 90 ont été très différents des nôtres, là. Peux-tu nous raconter un peu c'était quoi grandir en Ukraine? Ah oui, c'est bon ça, merci. C'était beaucoup le fun. J'avoue, c'était beaucoup, beaucoup le fun. J'ai eu une enfance euh, que j'ai bien aimée, malgré le fait qu'on était vraiment, je peux pas dire peut-être pauvre. Évidemment, si en comparaison avec vous autres, on était pauvres. Mais comparativement aux autres personnes, on a eu notre maison et même si mon père, ma famille a beaucoup perdu avec la dissolution avec l'Union soviétique en tout ce qui concerne la valeur monétaire parce que mon père a épargné quelque chose dans la banque soviétique là, des épargnes. Là. OK. Euh, on était quand même, on était bien dans un sens que on n'a pas eu des moyens, par exemple, d'aller nécessairement à la mer Noire chaque été, en tout le gang, en toute la La mer famille, Noire pour mais les Ukrainiens, c'est comme aller en Floride, là, un peu, là. ouais, ouais, c'est ça à l'époque. Mais malgré tout ça, ma mère travaillait, mon père était un entrepreneur d'ampleur, là, euh, dans notre ville de 230 000 personnes. Ah, c'est Et gros. oh, bah, ici au Québec, oui, c'est drôle, là, mais en Ukraine, ce n'est pas considéré comme Ah une oui, ville en Ukraine, très c'est une grande. petite ville, mais je veux dire, c'est presque Exactement. autant de gens que. Québec, genre. Tu sais, Sherbrooke. 200 000 habitants au Québec, c'est une grosse ville quand même, là. Ouais, c'est Sherbrooke. Ah ouais. Ouais, Tabarnak. et à l'époque, j'ai grandi dans une maison de mes grands-parents. Alors, en Ukraine, à cause de la pauvreté, pour de vrai, comme par exemple en Amérique latine, c'est souvent le cas que deux générations, même trois générations des gens sont coincés dans la même maison. Alors, ce qui a été le cas pour ma famille, parce que ma mère et mon père ont bougé de la Russie soviétique avec la dissolution de l'Empire ou qu'on pensait à l'époque. Hein. Maintenant, on voit lorsque l'Empire est en train d'être dissolu, hein, en certain sens. Mes parents ont décidé de bouger, s'installer dans la ville de mes grands-parents, ou plutôt dans la ville où mes grands-parents avaient décidé de s'installer suite à la fin du service militaire de mon grand-père du côté maternel. C'est un petit peu long, mais bref, ma mère est ukrainienne, mon père est russe. Ils se sont rencontrés à Leningrad ou Saint-Pétersbourg aujourd'hui. J'étais née là-bas, mon frère était né là-bas. Puis j'avais genre 2 heures à peu près. On a bougé. Et l'enfance, j'ai grandi dans un village. En fait, c'est en banlieue de Ternopil, OK? OK. Mais je voyais quand même les vaches et tous les animaux Cool. que babouchkas, selon tous les stéréotypes, toutes les images stéréotypes, euh, promener dans les rues. Donc, Ouais, j'ai ouais. eu cette partie de mon enfance. C'est cool, ça. Euh, Jason nous a souvent parlé des grands champs qu'il y a en Ukraine. J'imagine qu'il y avait un petit peu de ça, là. J'imagine ça maraîcher, là. ouais, ouais, ouais. Il y avait aussi il y en a encore en fait, une énorme usine militaire qui a été abandonnée là. Donc, elle se situe pas loin de ma maison. Est-ce que Donc, c'est une place où tu allais boire de la bière quand tu étais plus jeune puis aller faire le party?
Ah! Attends, mais presque. Oui, oui. À l'époque, on aimait explorer toutes les sous-cultures, Ouais. comme Gothic, Goth et les autres. Ah, comme certaines n'existaient pas encore à l'époque, mais on était dans cette bulle-là. Là, des lieux interdits, là. Ouais, sauf qu'il y avait personne qui l'a bien protégé. Donc, Ouais, non. Ouais. Puis, c'était le fun. t'as-tu comme une impression quand t'étais dans tes souvenirs, là, parce que t'étais comme adolescente, tu sais, ton père, il était comme. Tu sais, lui, il a grandi dans. C'était je vais me permettre l'expression, là, un homo soviéticus. Puis je crois pas qu'il croyait à la bullshit, là, mais tu sais, c'était quand même de passer d'un genre de régime que là, soudainement, tout ce qui était leur certitude depuis qu'ils sont nés, ça s'écroule. Puis là, j'imagine, ils voyaient comme des opportunités, là, parce que là, vous rentrez dans l'ère moderne, je peux me permettre l'expression, là. Tout à fait. Comment t'as vécu ça, toi? Est-ce que c'était comme de l'incertitude, de la peur, de la joie? C'était comment? Parce que ça brassait pas mal plus pour vous que pour nous ici au Canada, où on était pépère un peu, là. Ouais. Alors, Jason, c'est une excellente question qui amène plein de réflexions. Premièrement, en tout ce qui concerne mes parents. Évidemment, mon père, oui, appartenait à Komsomol, là, c'est-à-dire le Les parti du jeunesses Parti communiste pour communistes, la ouais. jeunesse, tout à fait, oui, Komsomol. Donc, il était évidemment sous l'influence de tout ça. J'imagine ma mère aussi. Mais je ne suis pas assez sûre là-dessus, mais bref. Dès que l'Union soviétique, ou suite à Perestroïka et suite à la dissolution de l'Union soviétique, mon père, avec mon oncle, c'est-à-dire le frère de ma mère, ont commencé de faire des affaires. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient? Comme la plupart de la population en Ukraine, ils ont commencé de faire les affaires, le commerce de base, là. Les gens voyageaient, par exemple, en Turquie ou en Pologne, en Roumanie, pour trader le stock, là. Donc, ils ont acheté certains matériels, l'ont amené et revendu. Donc, spéculation de Comme dans le base. film Lord of War. Ah, OK. Je pense ça si j'ai vu. Ben là, c'est là, c'est en train de me dire qu'il faisait comme du smuggle Tout le de monde, les tout le restants de monde, l'URSS, là. tout le monde faisait ça parce que c'était borderline à l'époque. Oui, parce Non, que mais on te suit, c'est intéressant. oui, c'était ça. Et donc, c'est comment mon père a été capable de rebâtir un petit peu son capital perdu dans la banque d'épargne, et ce qui lui a permis, j'imagine, de commencer à construire la maison en Ukraine. Mais ce qui est intéressant à souligner ici, deux choses. Première chose, mon père, même s'il est russe, euh, il vient de la partie de la Russie où il y a les montagnes d'Ural, là, comme ça, c'est la zone géographique qui distingue l'Europe de l'Asie, hein. Ouais, c'est pour ça qu'on Alors, appelle c'est ça comme, l'Eurasie, hein, des fois. Là. Ouais, ouais, c'est à cause des autres. Ouais, Je l'ai vu sur la quand map. tu traverses les montagnes, tu arrives en Sibérie, là. Ouais, ouais, ouais. oui. Donc, il était né pas proche de la Sibérie, tout à fait. Alors, lui, il s'est intégré assez, je peux pas dire facilement peut-être en la société ukrainienne, mais il a appris la langue. Et les années 90, comme je me rappelle que lui, il faisait des affaires avec les Ukrainiens, avec les gens d'ailleurs. Il parlait ukrainien. Et à l'époque aussi, il apprenait anglais. Mais l'autre chose que je voulais souligner, c'est mon Wow, oncle. bravo. Et mon oncle faisait le même genre d'affaires. Il a été, comme mon père, les ingénieurs soviétiques à l'époque qui travaillaient ensemble dans cette usine de production de satellites. Puis, lui a commencé à bâtir un petit capital. Et à un moment donné, je pense que c'était l'année genre 96, qu'un mafia local lui a donné une leçon de la vie, c'est-à-dire de ne pas faire plus d'argent que tu peux, ou si tu es capable de gagner en argent, il faut le Hmm, repartir avec les petits clans locaux, là. Mais on n'a OK. jamais eu l'ampleur de mafia comme dans Wow. les autres villes plus riches et plus grandes. Puis là, ça veut Donc, dire, est-ce que ton père, il a comme dit un petit peu adieu à sa famille en Russie? Est-ce que c'était correct de se promener d'une place à l'autre, de retourner dans les monts Oural sans trop de problèmes? non, 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 non. Mon père était toujours un petit entrepreneur. Il y avait aucun. Non.
je dirais, réassocier à ça. Si j'ai bien capté la question au niveau de la perception de mon père qui s'est entré en Ukraine suite à ça quand Oui, il oui, est oui, oui, c'est bien dit. venu en Ukraine, je suis très heureuse de partager que moi, comparativement à plein de monde que je connais, ma famille en Russie reste solidaire avec nous. Ah, Elle ne croit pas de bullshit, à tout ce bullshit. Ah, Et c'est c'est ma encourageant, tante ça. et ses enfants, c'est-à-dire mes cousins, ils sont avec nous mentalement là. Et je pense que, ouais, c'est- mais je voulais aborder ça. Je me rappelle plus c'est quel auteur soviétique là, qui avait dit ça justement, qu'il y a dans cette société-là, puis ça rejoint un peu ce que tu dis. Tu vas me corriger, là, mais la phrase, c'est il parlait de Staline, là. Staline est à la télé, il ment. Tout le monde sait qu'il ment, mais on fait tous semblant qu'il ment pas. Et lui sait qu'on sait qu'il ment. Fait que, C'est dans puis j'imagine, là, l'Apocalypse. dans le fond, ce que tu es en train de me dire, c'est ta famille est un bon exemple que les gens did not buy that, là, tu sais, qu'ils n'embarquaient pas dans la patente. Puis c'est pour ça qu'encore aujourd'hui, en 2022, j'imagine, la propagande, ça les atteint pas, là. Ils savent que c'est tout de la bullshit, là. ouais. Ouais. Et peut-être je vais juste ajouter une chose supplémentaire. En tout ce qui concerne ma famille en Russie, là, un facteur, je pense, qui est important à ajouter ici, ils sont religieux protestants. Et, leur religion, de ce que je comprends, met l'emphase sur la famille, l'importance des liens familiaux, l'importance de la solidarité, tout ça, tout ça. Je pense que ça aussi influe sur leur façon d'apercevoir les choses. Mais encore une fois, c'est juste une Ils sont supposition. méfiants du state? En fait, oui. Ouais. Crème Ouais, sœur. c'est des groupes de croyants, là. On parle d'une secte en certaines Puis sens. moi, je gardais ça. T'as tout le temps voulu m'en parler, mais je voulais qu'on réserve ça pour ce soir. Ton grand-père. Non, on va aller du côté de. Je crois que c'est ta grand-mère, elle a connu l'Holodomor. Ouh. Ouais, ouais, tout à fait. Alors, ma grand-mère, c'est-à-dire Parle-nous ma de ça, mère, juste pour nos auditeurs qui ne sauraient peut-être pas. L'Holodomor, c'est un gros génocide organisé dans les années 30 par Staline. Ah, il Qui a fait, affamait la population d'Ukraine pour pouvoir se payer de l'armement de la nouvelle génération. Oui, puis il y a eu des millions d'Ukrainiens qui sont morts, puis les Ukrainiens encore aujourd'hui, là, ils gardent ça comme Tabarnak. une de leurs raisons de se méfier de la Russie, là. Hey, Vas-y, raconte-nous. tout à fait, Tommy, Jason. Et c'est vraiment triste ce qu'on vit maintenant, ce qui allude à ce qui a été fait au début des années 30 en Ukraine, 32, 33. Et en fait, toute la situation maintenant avec le blocage de la mer Noire d'exportation de blé, des graines de l'Ukraine, ça a une référence Attends, bien forte à ce qui a été fait au début des années 30, mais pour ne pas vous donner peut-être... non, mais vas-y, on est là pour ça, là. Ouais, OK. On apprend ce soir. Oui, mais bref, ma grand-mère était née au sud de la capitale Kiev, en Ukraine soviétique à l'époque, dans un village dans la région de Tcherkassy, près d'un village où Taras Shevchenko était né. Je pense que Jason, dans une de tes dernières émissions, en fait, tu disais là, que ce monsieur-là, notre poète, il écrivait d'une grande importance nationale. C'est lui qui a le plus grand nombre de monuments partout au monde, c'est vrai. Là, il y a des statues partout. All right, votre Félix Leclerc. Ouais. Même, à peu même à près, ouais. Québec. Même à Québec, près de l'Assemblée nationale, où il y a la ligne de monuments aux gens d'importance, il est là. Mais bref, elle était née là-bas à l'âge de 4 ans. Elle a vécu l'Holodomor, c'est-à-dire Il n'y a plus rien à manger. exactement, et il y avait la loi de genre 5 Grèce, si je traduis bien, c'est-à-dire les paysans ukrainiens. Et c'était la classe sociale prédominante à l'époque. N'était pas permis de genre, arracher plus de genre 5 grains dans leur champ, sinon ils seraient tués. Et ce qui arrivait à l'époque. Alors, ce qui
ma grand-mère vient d'une grande famille. Comme à l'époque, c'était comme les Québécois dans les années 60, avant la Révolution tranquille. C'est-à-dire qu'elle était genre 8e ou 9e dans sa famille. Et elle était évidemment très, très malade. Elle commençait, comme elle avait la condition quand genre, le corps commence à genre, gonfler, là, à cause du manque de Ouais, ça fait des Ah, nutriments. séquelles à la vie, hein? C'est ça, c'est ça, c'est ça. pauvre Et madame. ce qui a permis à la famille de ma grand-mère de survivre, c'était mon arrière-grand-mère qui a été une cuisinière quand même assez créative, moi je dirais, là. Alors, elle est allée dans le champ pour arracher graines de verre, worm seed. Si vous googlez ça, ça a l'air d'être comme un Worm joie. seed. Graines de verre, V-E-R. Donc, elle a préparé genre la soupe de ces plantes vertes-là. Et il y avait certains nutriments dedans, et qui a aidé à la famille assez grande de survivre. Mais le mémoire que ma grand-mère ne cesse à partager dans notre famille, ça a été ce que sa mère, c'est-à-dire mon arrière-grand-mère, lui disait. Je voulais que tu sois morte parce que je voulais pas avoir une autre bouche à nourrir. Donc, Wow. ouais, Wow. ouais, ouais. Puis, Donc, puis c'est raconté à chaque année. Vous faites des remémorations et des choses comme ça, là. non, non, en fait, ma C'est un grand-mère, tabou, puis personne n'en parle. c'était tabou. C'était clairement comme une survivante dans le génocide. C'était comme son comportement était, je peux dire, classique de ce que je lisais On dans n'a pas le les droit autres. d'en parler parce que c'est pas bon pour le régime. L'Union soviétique, c'était interdit. Ma mère a appris de Holodomor ce que ma grand-mère a vécu, surtout avec l'indépendance de l'Ukraine, l'indépendance de l'Ukraine Wow. formelle en 91. Avant ça, mes grands-parents, ma grand-mère ukrainienne, d'origine cosaque en passant, là, mon grand-père ukrainien ne sait jaser qu'en russe. Ma grand-mère, ni ma mère, excuse-moi, ni mon oncle parlaient ukrainien ou savaient que mes grands-parents sont capables de parler ukrainien avant 91. Ah ouais. Avec l'indépendance, il y avait un shift et clic, tout cela, là. Mes grands-parents ont commencé à parler en ukrainien entre eux. Ma mère a appris ukrainien en se promenant avec la carrosse avec moi quand j'étais petite dans les rues et villages de Ternopil. Fait que tout le long de leur vie d'adulte, c'était. Imaginez. Check ça, Tommy, là. Ça, c'est à noter, là. Ah, C'était censuré. C'est ça la vraie censure, là. Et aucune mention de l'Holodomor. C'est ma grand-mère qui a comme gardé tout ça à l'intérieur d'elle pendant quoi, genre 50 ans? Non, 60 ans. Elle a commencé à partager dans les années 90 qu'elle voulait jamais parler de ça, mais c'était nous autres, les enfants, qui étaient quand même curieux. Et on a eu, en parlant des années 90, ce qui était drôle, comme tout le monde ici au Québec, à Ontario, a été bouleversé par des rechos il y a quoi, 2, 3 semaines, là. Ouais. On a eu les coupures d'électricité intentionnelles en Ukraine tout au long des années 90, genre aux 12 jours, on n'avait pas d'électricité à partir de genre 18 heures. Et c'était comme le mode d'économie. Donc, évidemment, qu'est-ce qu'on fait lors de soirées assez longues avec les chandelles allumées? On parle de la vie, on parle des expériences racontées. C'est comment on a appris, comment de more. Et ma grand-mère a raconté ça, puis comment sa maison a dû accueillir les Allemands nazis lors de la Deuxième Guerre mondiale. Puis mon grand-père a raconté comment elle a participé dans l'exercice nucléaire. Comme, il y a plein de trucs qu'on a appris lors de Ouais. ces soirées. à cause que l'État a décidé de comme vous têter la vis en vous coupant l'électricité, finalement, la vérité a fini par sortir parce que ça a donné le contexte pour créer des discussions humaines entre générations. Hey, c'est fou, là. Ouais, c'est capoté. Notre spin comme ça, j'aime ça. Ouais, il a- Tu dis que ton grand-père a participé à des tests nucléaires, c'est ça que tu viens de dire? ouais. C'est quoi ça? Alors, ce que j'ai appris, peut-être j'étais une ado à l'époque, j'étais en plus de conscience pour apercevoir ce genre de choses. Alors, à un moment donné, alors il était en militaire soviétique.
Donc, il était heureusement trop jeune pour participer à la Deuxième Guerre mondiale. Donc, mais bref, dans les années 50, il a pris une décision, je pense que c'est ma grand-mère qui l'a influencé à l'époque, de s'inscrire à l'armée soviétique, aller étudier en artillerie à Khabarovsk en Russie. Bref, en tant que jeune militaire, au début des années 50, plus précisément en l'année 54, au début de la guerre froide, OK? Lui, avec plus de 40 000 personnes militaires, on était emmenés à une zone assez éloignée, près de Orenburg, en Russie. C'est comme vraiment loin, là, personne ne vit. Il y a des poches de population là-bas, là, pour participer à un exercice militaire. Mais en réalité, c'est avéré d'être un exercice nucléaire, non seulement militaire. Comme, cet exercice nucléaire porte le nom de Totsk, selon le nom d'un village qui est situé là-bas. Donc, sur Wikipédia, par exemple, vous pouvez googler l'exercice nucléaire de Totskoye et vous allez trouver les informations. Alors, qu'est-ce qui se passait? 45 000 militaires ont dû, genre, participer à une bataille pour se préparer pour protéger l'Union soviétique de l'hégémonie américaine, tout ça. Et puis, à un moment donné, le test nucléaire en dessous de leur tête, là, c'est produit qui a été, genre, je pense que, selon Wikipédia, 2 fois plus fort que Hiroshima et Nagasaki réunis. Et suite à ça, les militaires, la partie des militaires, ont été donnés une consigne, en fait, de découvrir en dessous de la bombe, c'est-à-dire en traversant l'épicentre. Il fallait qu'ils traversent le nuage nucléaire, les retombées. Puis on mesurait après ça combien irradié ça devenait, ce monde-là. Sans leur avoir dit au début que c'était ça, en leur disant que c'est un exercice militaire. Exactement. Et personne n'a reçu aucun uniforme spécial, rien. Et personne ne savait pas à quoi ils vont. Écoute, il y a une question qu'il faut que je te pose à ce moment-ci. Je suis vraiment sous le choc. Merci beaucoup de ta candeur et ta franchise là-dessus, ta sincérité. T'as vu le convoi à Ottawa cet hiver? T'as vu qu'ils sont allés dégonfler les jeux gonflables à un moment donné? Peux-tu me parler de ça? C'est quoi tes impressions par rapport à ça, la dictature canadienne? Puis quand on va dégonfler les jeux gonflables des adultes là, en avant du Parlement? Je pense que si tous les pays avaient la dictature comme ça, on aurait été en meilleure place mondialement. Là. On est très gâtés ici au Canada. T'es au courant qu'ils ont dégonflé le spa du gars, hein? T'as vu le spa la police dégonflé, a dégonflé son spa. Il était fâché. La dictature. Tabarnak, j'ai jamais été aussi proche que ça au travers de toi, au travers de ta sincérité de la guerre. J'ai jamais été aussi proche que ça en tant que Canadien. Que la pire affaire qui arrive chez eux, c'est que le spa et les jeux gonflables se font dégonfler, qu'on se fait donner 2000$ par mois pour rester chez nous se commander de l'extra bacon. J'ai jamais... Tu me parles que le village de tes parents, il y a eu un obus qui s'en allait, ça me brasse en crise. Merci. Ouais, mais là, toi là, c'est... On va aller un peu dans l'époque moderne. Je peux me permettre le... J'ai aimé tout à l'heure, tu m'as dit, tu t'as parlé de la langue, que vous avez découvert comme dans les années 90, là, vous êtes mis à parler ukrainien, vous n'aviez pas le droit avant. Puis moi, je vois beaucoup, là, parce que j'observe beaucoup les médias russes, puis ils servent beaucoup comme ça, comme ligne de propagande. Ils disent, les méchants Ukrainiens veulent nous empêcher de parler russe. T'as-tu un avis là-dessus? C'est probablement de la bullshit, là, mais je... Évidemment, Jason, j'ai un avis très,
un avis très, très, très fort, là, qu'il n'y avait personne qui n'était jamais, jamais menacé en Ukraine indépendante, là, en tout ce qui concerne la langue russe, là. Même en Parce tout ce qui que concerne... Zelensky, c'est un Russe, right? Elle est d'origine juive, en fait. Oui, je sais, Et le mais je veux dire, c'est russophone. que j'ai entendu dire qu'elle a appris à parler ukrainien sur le Oui, le tard, là. russophone, tout à fait. Oui, 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 oui. Wow. En Ah, fait, si on trace nos présidents, là, nos 5 et le 6e président, je pense ouais. que au moins la moitié ont été russophones qui ont dû apprendre l'ukrainien parce qu'ils ont assumé le rôle du président Ouais, de ouais, ouais. Est-ce l'État. que je peux Ah, poser une ici, nos question? politiciens ont de la misère à parler français, là, puis c'est la langue officielle du pays, là. J'ai mon Maxime qui a une question. C'est probablement la 800e fois que tu te fais poser cette question-là, mais je connais pas la réponse quand même. Quel est le degré de différence entre le russe et l'ukrainien? Est-ce qu'un russe comprend l'ukrainien et est-ce qu'un ukrainien comprend le russe, par exemple? C'est une bonne question dans un contexte actuel et je suis ravie de partager ce que je connais. Évidemment, les deux langues sont semblables dans un sens qu'ils appartiennent au même groupe de langues slaves de l'Est. OK? Ceci étant dit, les deux langues sont quand même différentes. C'est comme, moi je dirais c'est peut-être comme portugais et espagnol. Donc, ils sont en façon différente. Il y a la partie du vocabulaire qui est semblable, hein, ou le même. Mais si on prend par exemple la langue polonaise et ukrainienne, selon les chercheurs et ce que j'ai lu à l'époque, là, ce qui me vient en tête, c'est que il y a plus, au niveau des vocabulaires sémantique, le mot, là, il y a à peu près 60%, je pense, que des vocabulaires plus proches entre la langue polonaise et ukrainienne que entre russe et ukrainien. Ah, OK. Maintenant, est-ce que les Russes vont comprendre ukrainien? J'imagine au niveau des contextuels de la conversation, oui. S'ils mettent certains efforts, ils seront en mesure de comprendre peut-être, je ne sais pas moi, 70%, entre 70 et 80% là. Sauf si on parle peut-être plus rapidement et on utilise les mots qu'on savent et ça pas en mesure de savoir plus facilement. C'est-à-dire si on commence à utiliser le dialectisme, certains dialectismes. Mais est-ce que les Ukrainiens vont comprendre les Russes? Mais bien sûr, parce qu'on était la colonie de la Russie Ouais, pendant oui, quelques siècles. On bien n'a vu. pas eu de choix. On tous parlent le russe, ils comprennent le russe. La C'est une colonie réalité. de la Russie, hein, c'est la première fois que je l'entends formulée comme ça. Je pense que Mais, c'est- mais Poutine l'a répété aujourd'hui, d'ailleurs, dans un de ses discours. ouais, hein. Il a dit l'Ukraine, c'est notre colonie, puis c'est à nous, puis mêlez-vous-en pas, Ah l'Occident. ouais, il était Il là a avant placé nous là-dessus, autres, là, d'ailleurs. c'est à nous autres. Là. Tabarnak. Ouais. Hey, mais Merci pour la réponse. j'aimerais que tu nous parles là, de le mouvement, tu sais, comme Maïdan, c'est 2014, c'est vraiment comme la jeunesse ukrainienne qui dit c'est fini le poutinisme. Comme, ça, t'étais plus en Ukraine, je pense, mais je veux dire, où tu y allais souvent, mais t'es comme, je veux dire, tous tes amis t'en ont parlé. Explique-nous un peu, c'était quoi l'espèce d'impression là sur ta. J'ai l'impression que c'est un mouvement de votre génération de tu sais, bouger là, 180 degrés, là, 180 degrés. Tu sais, qu'on sort l'Ukraine là, qui est encore empêtrée dans ses vieux réflexes de corruption, là. Raconte-nous ça un peu. ouais. Jason, un petit bémol. La première révolution que je vécue, c'était en 2004. 2004. Oui. La révolution orange, on peut dire, quand on a protesté, et j'avais, je pense que 15 ans à l'époque, pour notre droit de vote. Parce qu'on a eu l'élection qui a été Volé. volée, c'est ça? Ouais, Reagan, volé. Reagan, c'est ça. Et à l'époque, les gens se sont révoltés et il y a lieu troisième récompte de vote et troisième. Ouais, dans le fond, le peuple a forcé le gouvernement à recompter les votes. Exact. Oui, oui, et grâce au système judiciaire à l'époque, la Cour constitutionnelle a dit qu'il faut le faire. Et en fait, Yushchenko, le président qui a été poisonné, apparemment par les Russes, là,
On va dire ça maintenant. Ouais, en tout Ouais. cas, je serais pas surpris rendu là dans l'histoire. Là, Ouais, tout à fait. Euh, donc ça a été la révolution de mon école juste avant d'entrer à l'université. Et même si, comme chaque ville en Ukraine avait leur propre Maïdan, Ternopil, évidemment, on a eu le nôtre, mais à un moment donné, je suis allée à Kiev pour observer tout ça avec mes yeux pour une journée avec une amie. Donc, j'ai de bons mémoires de ça et ça a été tout peaceful. Et évidemment, ça, c'est comme en mémoire. Qui m'appelait à un raconter beau qu'il n'y avait pas souvenir. de violence. C'est ça, Oui, exactement. c'est super positif. C'est ça, c'est ça. En 2014, ouais, c'était Euphoria pure, là, quand on était capable d'atteindre nos objectifs. En 2014, j'étais aux États-Unis. J'étais à Washington, D.C. Et je me rappelle le jour quand les gens, ma génération, tout à fait, sont allés à Maïdan. Le jour quand notre président criminel Yanukovych, le monsieur corrompu Putin Spell, Ouais. a décidé de faire comment est-ce qu'on dit là? Le changement de 180 degrés. Quand il a décidé de ne pas signer l'accord de libre-échange avec l'Union européenne. On parle de commerce, là, mais pour nous autres, à l'époque, c'était un signe de l'euro-intégration, de l'intégration vers l'Union européenne. Même si j'étais à Washington, évidemment, je suivais des nouvelles et tout ça, et on savait qu'après l'élection de Yanukovych en 2011, euh, les Parce que choses lui ont... voulait revenir vers la sphère russe, là. Alors, ce qui s'est passé, oui, en 2011, il a gagné présidentielle. Et après ça, elle a commencé à balancer, là, comme Kouchma a balancé Ça va plaire à tout le à monde, là. l'époque. Oui, oui, exactement. Genre la politique de plusieurs vecteurs géopolitiques, là. On est avec la Russie pour ça, on est avec l'Union européenne pour l'autre chose, là, 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 là. Évidemment, elle était pro-russe. Tout le monde le savait. Mais entre 2011 et 2013, quand même, il a entamé la série de discussions sur cet accord qu'on va signer. Et cet accord va nous permettre de faire plus d'affaires avec l'Union européenne, évidemment, de se C'est pas sortir correct. éventuellement de cette pauvreté-là. Tant que pays. Et puis, un jour, comme le jour qu'on était censé, je pense qu'on était en Lituanie, quelque chose comme ça, il y avait le sommet, on était censé de signer, là, et tout le monde apprend tout à coup qu'il a renversé cette décision. Je me rappelle, j'ai contacté un autre Ukrainien qui travaillait pour la même organisation internationale. Je lui ai dit, écoute, il faut faire quelque chose. Au moins, aller devant l'ambassade pour protester. Je pense que j'ai comme pris en feuille blanche, comme écrit quelque chose. Et je pense que j'ai encore cette photo sur Facebook, là, de comme 10 personnes devant l'ambassade avec des images comme ça. Et après ça, on commençait à protester. Et évidemment, le jour quand les étudiants ont été battus par police, par la police Oui. de Yanukovych, selon leurs consignes, l'ordre. Et il a commencé à voir la violence. Ça a été une plaque tournante. Et au moment donné, c'était encore. Alors, tout cela a commencé en novembre 2013, OK? En décembre 2013, je suis allée voir mes parents à Ternopil. Et j'étais aussi à Kiev pour quelques jours. Donc, je voyais tout ça avec mes propres yeux, comment les gens se sont organisés sur Maïdan. Euh, tout, tout ce sentiment démocratique et qu'il faut lutter pour notre liberté, qu'il faut que nos politiciens nous écoutent. Je voyais tout ça et quelque chose à aussi soutenir en décembre 2013. Alors, j'étais à Ternopil, Yanukovych a commencé de mettre en place la première mesure répressive assez forte. Et je me rappelle que le jour quand je quittais ma ville natale pour rentrer aux États-Unis, j'avais peur. J'avais peur parce que on a décidé d'imprimer le petit sticker de boycottage, en boycotter les entreprises qui appartiennent à l'élite là, associée avec Yanukovych. Aux Donc, ça a oligarques été pro-russes, mettons. T'avais peur parce que oui, t'as imprimé ça.
imprimé, je distribuais dans les rues. Et je me rappelle, j'avais peur. Ah, Même il y a si des j'étais tapons qui se Tchernobyl, la promènent place. avec Fuck Trudeau sur le pick-up qui crée la dictature, câlisse. Excuse-moi, je suis... Tabarnak, d'accord. Oui, j'avais peur que je Euh, pourrais pas rentrer pour continuer mon contrat Ouais. et tout cela. Donc, à l'époque, c'était pas comme si violent, là. C'était pas comme Ouais, le il n'y avait pas encore Maïdan les balles, là. dans les flammes qu'on commençait à voir à Ouais. partir de la fête janvier 2014. Donc, cette partie-là, j'ai observé et reçu ma dose de PTSD, Post-Traumatic Stress Disorder. En français, vous Ouf. comprenez, il s'agit du trauma. Grâce à la télévision en temps réel, en voyant la capitale, la vie où j'ai étudié pendant 5 ou 6 ans. Je connais plein de monde en flammes. Le reste est l'histoire. J'ai un de nos auditeurs qui a posé la question, puis ça tombe bien parce que je voulais te la poser. Là, actuellement, tu vas être d'accord avec moi, comme Zelensky, le président, c'est une genre de rockstar, Ouais. mais tu n'avais pas cette opinion-là quand lui est arrivé au pouvoir. Parce que, faire le contexte, lui a gagné la présidence en promettant une espèce de d'apaisement entre les Ukrainiens et les Russes. Puis vous le voyez comme un genre de sell-out à l'époque. Exact. Exact. Ça a été. Raconte-nous ça, là. Puis je veux pas t'embarrasser non plus, là, mais je pense que c'est. Il y a des gens qui nous ont demandé qu'est-ce que tu penses de Zelensky. Oui. Alors, en tant que, il a été toujours très connu en tant que comédien, OK? Je n'étais jamais une fan de ses jokes, de ses blagues. Pourquoi? Parce que c'était une espèce de blague, là, pour les gens qui Bébé un peu, là. sont... Ouais, quand c'était pas assez fort. C'était pas assez fort. Euh, En plus, il riait des Ukrainiens, des fois, des Ukrainiens comme, qui parlaient ukrainien ou des politiciens plus patriotiques. Euh, donc, je voyais pas qu'il serait en fait un bon politicien qui va continuer la politique d'intégration vers l'Union européenne, qui, dont la fondation forte, a été mise en place par Poroshenko et ses gouvernements, c'est-à-dire le président qui a été élu en Il était là 2014. suite à Maïdan, ouais. Tout à fait. Entre Poroshenko, c'était quand même l'élection assez intéressante entre Poroshenko et Zelensky. Évidemment, j'étais du côté de Poroshenko comme tout le monde que je connaissais à l'époque. Mais j'avoue, j'étais toujours dans la bulle des Ukrainiens qui ont étudié à l'Ouest, ou j'ai Ouais. étudié le journalisme, donc les gens qui travaillent pour les médias, tout ça. C'était pas nécessairement les gens qui sont plus pauvres ou plus désespérés. Euh, ouais. Oh non, continue, c'est Quand, vraiment intéressant. quand il y a eu le premier indictment, je pense, de Donald Trump, là, quand il y a eu l'espèce de coup de téléphone et tout, est-ce que tu as commencé à changer d'attitude un petit peu envers lui? Y a-tu quelque chose qui t'a fait changer comme de changer ton appréciation, là? Tommy, c'est une bonne question. Écoute, quand je suivais toute cette patente concernant Donald Trump assez étroitement là, parce que c'était fascinant. Et je me rappelle le sentiment que j'ai eu vis-à-vis de Zelensky, c'était le sentiment de la pitié. Parce que je pense qu'il était dans la position tellement difficile, tellement terrible, que j'avais pitié pour lui. OK. En même temps, j'avais toujours une pensée, si c'était Poroshenko, c'est sûr, elle est beaucoup plus diplomatique, elle s'en serait sortie. Ça serait mon Beaucoup mieux. président, ça se passerait différemment, là. J'ai eu ça, oui, donc, ouais, au niveau Là, maintenant, Puis là, il y a une maintenant, guerre. Fait que qu'est-ce qui se passe avec lui, là? ouais, écoutez, il me fait moins pitié, hein? je me rappelle que mon époux à l'époque me disait, écoute, ce monsieur-là a été élu avec 73% du support. Oui. Des supports partout au pays, peu importe la direction, le côté de l'Ukraine. Et
Oui, oui, oui. Donc, je commence à perdre mon fil ça. Donc, c'est-à-dire, il reflète les opinions, les espérances, les attentes Les des Ukrainiens gens. sont derrière lui, là. Exactement, exactement. Je commence à perdre mon fil dedans. Ben, Donc, je pense qu'on en a Non, mais, eu quand même pas mal là, à soir. non, mais ce que tu voulais dire, je pense, c'est que vu que la majorité des Ukrainiens sont derrière lui, face à cette guerre-là, il va oui, oui, unir le oui, oui. monde puis il va Oui, faire la oui, job, là. oui. Non, non, tout à fait. Et ouais, dès que la guerre a été déclenchée, il y avait, je peux pas dire aucun choix, mais aucun sentiment de dire que, ou bien il ne fait pas son job, ou que prochaine qu'on aurait fait la même chose. OK. Finalement, je me rappelle ce que je voulais dire là. Alors, 73% de population. Et quelqu'un, à un moment donné, a dit que le peuple ukrainien a quand même certaines sagesses, comme il y avait une raison pourquoi choisir cette personne avec un tel soutien. Et maintenant, en rétrospectif, je me rends compte que le peuple ukrainien a choisi le meilleur war president. Ouais. Parce que moi, c'est ce que je voulais dire. C'est quand Le même meilleur 11 heures le président de soir, là, je guerre. commence ça. Ouais, parce que Le gars qu'il faut, leur Churchill, là, c'est le. tout à fait, tout à fait. Et elle a toute mon admiration, comme j'imagine l'admiration de plupart des Ukrainiens ou des gens du monde entier libre qui nous soutiennent et qui comprennent le danger de tout ça. Là. Il était, pour de vrai, là, comme on dit, Joker au niveau des cartes, Ouais. c'est-à-dire personne dont le comportement n'était pas prévisible. Donc, si par exemple, comme selon un expert que je suis en Ukraine, si c'était un politicien traditionnel, on peut dire qu'il est beaucoup plus expérimenté. Ils seraient fuis, genre 24 heures d'avance, ils auraient pensé de leur exil et tout ça, tout ça. Mais étant donné qu'on a eu quelqu'un peu expérimenté qui, suivait ses guts feelings, Ouais. euh, je peux pas dire que ça a bien marché, mais vous comprenez le sens À date, et c'est un l'espoir petit est moment. encore là. Il y a Et, titillé de l'espoir. exactement, étant, mais pour les gens, comme par exemple, pour la plupart de nous autres, surtout les Ukrainiens hors de l'Ukraine, qui vivaient dans notre bulle de mainstream media ou certains d'ailleurs, peu importe, mais l'analyse occidentale qui ne cessait pas à dire que Kiev va tomber en 4 jours Ouais. et voir sur le terrain que le président le grand se tient, personne ne fuit, c'est-à-dire au niveau celle du pouvoir, ne fuit Kiev, qu'il donne cet exemple, ça a été fascinant. Oui. Oh oui. Même là, il y a eu une coalition internationale que je pense pas avoir vue de mon vivant. Là. Il y a, il y a un levier qui se fait là. Ça. Ouais. J'espère que c'est comme le dernier pet tout croche de l'Empire russe du tsar machin de trop longtemps qui avait un pas assez gros pénis encore. Là. Ça n'a pas de sens ce qui est en train de se passer. Wow. Écoute, Eugénie, je pense que on pourrait peut-être une dernière question puis te remercier sincèrement. Est-ce que il y a, à ton sens ici, quelque chose qu'on peut partager un lien si jamais les gens veulent aider l'Ukraine là, pour là peut-être une manière envoyer je sais pas des côtes ou tu sais peut-être qu'il y a une mission ukrainienne ou un réseau quelque chose comme ça comment moi à Montréal je peux aider. D'abord, un grand merci à tous et à toutes, à chacun et chacune qui ont déjà aidé le peuple, les Canadiens, je commence à parler un petit peu comme le politicien ici. Go on, Euh, go on. mais, T'as acquis le droit, là. OK, oui, tout à fait. Et le peuple québécois, on était énormément généreux envers le peuple ukrainien. Et ça,
Ça, c'est apprécié du fond du cœur. Et même si je n'ai pas habité en 2014 ici au Québec, j'entends ma communauté me raconter comment maintenant il y a la perception différente et la meilleure compréhension de ce qui se passe et qu'il faut aider. Et que cette guerre ne s'isole pas à l'Ukraine, là. C'est la guerre quand même commune pour le monde démocratique, des le valeurs file comme ça, là. démocratiques. Ouais, ouais. Si l'Ukraine tombe, écoutez, là, c'est juste la Après ça. question du temps, le countdown, quand le bot canadien va être sur le sol européen. C'est comme. Mais en revenant sur la question directe, il y a plein de ressources. Peut-être je pourrais partager à Jason le lien vers le site Oui, des s'il te plaît. ressources. Oui. On va faire ce que tu nous dis de faire, là, à ce moment-là, c'est sûr et certain. Ouais, ça va être ajouté dans, oui, dans la oui, description oui. du show, puis je vais le mettre dans le chat room On aussi. va le partager ici. Eugénie, je te remercie vraiment beaucoup de ta sincérité. Je suis encore sous le choc. Je souhaite le mieux possible à ta famille. Puis voilà, je perds mes mots. Je te remercie. J'espère qu'on va se reparler. Merci beaucoup, Tommy. Merci, Jason. Merci à tous et à toutes. Merci beaucoup. Ouais, mais ça. Voilà, je pense que ça va mettre fin à Jason Selected pour ce soir. Je vais nous envoyer vers une petite toune, aller reprendre mes esprits, puis on continue. Il nous reste de la sauce, mesdames et messieurs. Il reste de la sauce. Quelle grande dame. Ce fut un plaisir. Ah, j'étais supposé avoir gardé le générique de Jason Selected juste sur le bord pour faire professionnel en fin d'aventure, là, mais bon, c'est ça qui se passe. Hey, j'ai le nez plein. Calisse que c'est touchant. Ils se sont attaqués au jeu gonflable. Ouais, tu n'as pas posé la question. Ils ont-tu des jeux gonflables en Ukraine? Hein? On lui demandera la prochaine fois.